Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux, c'est bien. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir la DGCIP qui va vous présenter le fonctionnement de nos masters, toutes les différentes étapes. Donc, voilà. Merci d'être venus aussi nombreux. Et je passe la parole aux collègues. Merci beaucoup. Bien, donc, bonjour à toutes et tous. On est aussi ravis de vous voir aussi nombreux. C'était objectif. Voilà, donc nous on travaille pour mon master. On est du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est une équipe de 6 personnes et on se répartit un petit peu ce qu'on a appelé un peu un tour de France pour voilà, venir à votre rencontre. Venir aussi échanger avec les responsables de formation, les responsables de scolarité, d'admission, pour vous présenter du coup toutes les fonctionnalités de la plateforme Mon Master que vous allez être nombreux à utiliser a priori très bientôt. Donc Mon Master, en fait, cette plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, donc c'est sa 3e année d'existence, elle va être refondu sur la première partie qu'on appelle la partie information qui vous permettra d'avoir la visibilité sur toute l'offre de formation. Donc dès le 3 février, vous aurez une nouvelle présentation en fait de ce site-là. Si vous allez aujourd'hui, il y a déjà Mon Master, il y a l'offre qui existait pour la rentrée, donc ça vous donne déjà un petit peu une idée de la façon dont ça présenté, mais ce sera différent à partir du 3 février. Et puis, du coup, on vous présentera les grandes dates, le nombre de candidatures que vous pouvez faire. Enfin voilà, on sera assez exhaustif. J'en profite aussi pour dire que voilà, on a des flyers qui seront aussi à disposition, qui vous rappellent les grandes étapes et notamment ce qui est important pour vous, le calendrier. Les grandes dates à vraiment ne pas rater. On vous invite aussi à aller du coup dès le 3 février sur le site. Vous aurez un numéro vert, on vous le rappellera, un numéro vert qui sera actif à partir du 25 février. Une adresse aussi de contact pour toutes les questions relatives à la plateforme. Voilà, donc alors je présente rapidement l'équipe quand même parce que j'aurais dû peut-être commencer par ça. Donc Alexandra Rougeau qui est à mes côtés, qui est chef de projet Mon Master. Alex Casquet qui est chargé d'études au sein de ma structure et donc moi Pascal Gosselin, je suis responsable du département master et doctorat donc au ministère. Voilà, je vous passe tout de suite la parole, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Donc on a une présentation qu'on vous fait, et puis après, voilà, on répondra à vos questions dans un deuxième temps. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. On va pouvoir commencer la présentation. Donc, sur monmaster.gouv.fr, vous retrouverez l'adresse unique pour intégrer un master. Donc, comme le disait Pascal, à partir du 3 février, il y aura l'ensemble des informations qui seront disponibles et actualisées pour les diplômes nationaux de master. Donc, là, vous voyez rapidement le calendrier, mais on va détailler chaque phase petit à petit. Pour quel public peut candidater sur la plateforme Mon Master? Donc, il est nécessaire d'être titulaire ou en voie d'obtention d'un bac +3. C'est-à-dire un diplôme national de licence, un DUT, une licence professionnelle. C'est les universités et les formations qui estiment si votre diplôme peut vous permettre de continuer en master. Et dans ce diplôme, dans ce master précis, il y a aussi des critères de résidence, donc résider en France ou dans l'espace économique européen, et des critères de nationalité, c'est-à-dire être d'une nationalité de l'espace économique européen ou alors d'un pays qui n'est pas couvert par un dispositif qui s'appelle Études en France. J'ai passé une diapositive trop vite. Non.
Ah, voilà. Comment s'informer? Donc, vous avez le site monmaster.gouv.fr qui est une plateforme de candidature, mais qui est aussi une plateforme d'information, parce que vous retrouverez dessus l'ensemble des diplômes nationaux de master. Vous avez des possibilités de refaire des recherches par mention de master. Voilà, si vous voulez être absolument dans un master de droit public ou dans un master de STAPS, vous pouvez filtrer comme cela, aussi par établissement. Si vous adorez l'université de Grenoble et que vous souhaitez absolument y rester, vous pouvez rechercher uniquement les masters qui sont dedans. Mais aussi de faire une recherche par carte. Si vous adorez l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez aussi rechercher les formations qui sont dans cette région. On a ensuite l'ONICEP, qui est un acteur public d'orientation qui permet de répondre à vos questions avec des fiches sur les grandes formations, sur les professions, sur les débouchés ensuite aussi, et à vos questions sur l'orientation. Et enfin, ce que nous on appelait le SCUIO, mais qui a peut-être un autre nom au sein de votre université, qui est le service d'orientation de votre université, qui connaît, c'est elle qui connaît le mieux ces formations et qui pourra répondre à vos questions dessus, et aussi auprès des responsables de formation qui pourront vous répondre des questions sur les formations, mais aussi sur les attendus qu'il est nécessaire d'avoir pour candidater et pour être admis dans la formation, et aussi sur les modalités d'examen des candidatures. Est-ce qu'il y a un entretien? Est-ce que c'est uniquement sur dossier? Est-ce qu'il y a un concours? Voilà, différentes modalités possibles. Si vous avez besoin d'aide lors de la procédure, on a des pages informatives sur le site qui vous décrivent la procédure, qui vous permettent d'avoir des informations sur comment fonctionne la plateforme, sur les grandes dates, etc. On a aussi une assistance par mail auprès des rectorats. Et enfin, auprès du numéro vert de l'ONICEP, comme le disait Pascal juste avant, et aussi auprès des référents pédagogiques, handicap et administratifs des établissements. Donc là, vous avez un nombre important d'informations, mais en réalité, sur la plateforme, vous aurez un outil de contact qui sera disponible et qui, en fonction de vos demandes et de ce que vous attendez, pourra vous permettre de vous orienter vers le meilleur acteur pour vous répondre et ainsi faciliter votre orientation. Quelle formation vous trouverez sur le portail Mon Master? C'est super important. Sur Mon Master, vous trouverez uniquement des diplômes nationaux de master. Qu'est-ce qu'un diplôme national, un diplôme national de master? C'est en réalité, c'est la plus haute reconnaissance du ministère en termes de master. Il y a des masters qui valent ce qu'on appelle grade, qui ne sont pas présents dessus. Mais globalement, quand vous allez sur Mon Master, vous avez l'assurance d'avoir une formation reconnue et de qualité, et qui concerne à 99% des établissements publics. Et lorsqu'il y a des établissements privés qui délivrent ce diplôme, c'est en réalité délivré en convention avec un établissement public. Donc, par exemple, si pour l'Université catholique de Lille, en réalité, c'est l'Université de Lille qui délivre le diplôme à la fin. Et c'est bien précisé à chaque fois, il y a un badge établissement privé, etc., avec une spécification sur les droits d'inscription. Comme ça, il n'y a pas de surprise lorsque vous candidatez, lorsque vous êtes admis. La plupart des formations disponibles sur Mon Master sont des formations sur lesquelles il faut candidater directement sur la plateforme, mais c'est possible. Il y a aussi des formations sur lesquelles il faut candidater directement auprès de l'établissement. Ces formations-là, pour de rares exceptions prévues, recrutent directement auprès de l'établissement, mais sont présentes sur la plateforme, sur le portail d'information. Et vous retrouverez sur la fiche de la formation en question le lien vers la plateforme de recrutement de l'université, les dates de recrutement et les mêmes informations que pour les formations qui sont disponibles à la candidature sur Mon Master. Les MBA, diplômes d'ingénieur, diplômes d'IEP ne sont pas présents sur la plateforme. Et ils seront présents directement à la candidature auprès des établissements en question. Comment vous pouvez choisir votre formation? Vous pouvez filtrer par diplôme recommandé. Par exemple, si vous êtes titulaire d'un diplôme national d'une licence AES, Administration économique et sociale, vous pouvez voir les masters qui ont indiqué qu'ils préféraient les candidats venant de cette formation-là, aussi à travers les langues enseignées, les attendus et critères d'examen des candidatures. Vous avez aussi l'information sur le taux d'accès de la formation. Plus il est bas, plus l'admission peut être difficile.
Donc ça, c'est important de le savoir. Ce qu'on donne comme conseil, c'est de diversifier les candidatures à travers différentes mentions, différents établissements, si possible dans différentes zones géographiques, si vous avez la possibilité matérielle de pouvoir vous déplacer ensuite, afin d'avoir le plus de chances d'être admis dans un master. Donc là, vous voyez, actuellement, si vous allez sur le portail d'information, vous verrez quelque chose de totalement différent, parce que cette année, on refond totalement le portail d'information pour le rendre beaucoup plus clair et beaucoup plus facile d'accès et ergonomique pour vous, les candidats et les usagers. Donc, vous voyez des champs divers et variés, un champ très général, un champ sur la zone géographique, comme je vous le disais, par établissement, par modalité d'enseignement. Si vous voulez absolument une formation en apprentissage ou alors pas du tout, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez filtrer comme ça. Vous pouvez aussi afficher uniquement les formations qui sont ouvertes à la candidature sur mon master et enlever celles qui sont sur lesquelles il faut candidater auprès de l'établissement. Donc, le portail d'information, une fois que vous avez utilisé les filtres que je vous montrais juste avant, vous allez arriver sur un résultat de recherche juste en dessous, qui sera des vignettes de formation que vous voyez un exemple ici d'une vignette de formation. Donc, vous verrez le logo de l'établissement. Ici, c'est Aix-Marseille Université, la mention de la formation, le parcours de la formation. Et enfin, les modalités d'enseignement. Est-ce qu'il propose, la formation propose de l'apprentissage ou non? Vous verrez des statistiques importantes comme la capacité d'accueil pour la formation. Est-ce qu'il y a 20 places, 30, plus ou moins? Le taux d'accès de la formation. Donc, il y a le rapport entre le rang de classement le rang de classement du dernier candidat appelé pour entrer dans la formation l'année dernière et le nombre de candidatures dans la formation. Donc, globalement, plus le taux d'accès est bas, plus il est difficile d'être admis, plus la formation est sélective. Enfin, vous verrez le ou les lieux dans lesquels la formation est dispensée. Et enfin, vous avez deux boutons. Un qui vous permet d'ajouter la formation en favori, si vous voulez y revenir plus tard. Et enfin, un bouton en savoir plus, qui vous permet d'arriver sur une fiche détaillée de la formation. Vous retrouverez une partie des informations disponibles dans la vignette, mais aussi les diplômes conseillés. Donc ça, c'est important. C'est une indication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage si vous n'avez pas un diplôme qui est présent dans cette liste. Si vous ne l'avez pas, mais que vous souhaitez candidater dans la formation, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de blocage. Et les établissements peuvent tout à fait vous admettre là-dessus. C'est juste qu'ils conseillent le fait est que la plupart des candidats viennent de ces formations-là ou alors qu'ils préfèrent les candidats majoritairement qui viennent de ces formations-là. Il y a ensuite un renseignement sur les droits d'inscription, c'est-à-dire par exemple il a les droits d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires, mais aussi les langues vivantes enseignées. Est-ce que la formation dispense des cours en anglais, en allemand ou autre? Et aussi le lien vers la fiche formation sur le site de l'établissement qui des fois peut présenter d'autres indications, par exemple les plaquettes de cours de la formation. Et enfin, juste à droite, vous avez le bouton candidater aussi qui vous permet directement de remplir votre dossier de candidature et donc qui ne sera disponible pas au 3 février, mais juste après, lorsque la phase de candidature aura ouvert. Vous avez ensuite juste en dessous les attendus, les critères d'examen des candidatures de la formation, aussi les lieux de formation. Donc encore une fois, avec une petite carte, des fois il peut y avoir plusieurs lieux de formation qui sont indiqués, et aussi les modalités d'examen des candidatures, encore une fois, et les parcours de M2 auxquels conduit cette formation s'ils ont été renseignés par l'établissement et par la formation. Et s'il existe plusieurs parcours. Une des nouveautés importantes cette année, pour vous faire un petit historique, lorsque vous candidatez sur mon master, vous avez un dossier candidat commun et vous avez des informations et pièces complémentaires qui sont demandées par chaque formation, qui sont libres à chaque établissement de demander telle ou telle pièce complémentaire. Et l'année dernière, c'était affiché uniquement au moment de la phase de candidature. Cette année, ce sera affiché dès la publication de l'offre de formation, donc environ 20 jours avant. Ce qui peut vous permettre de préparer en amont les pièces. Il y a certaines pièces qui demandent du temps à réaliser, par exemple des projets de recherche. Il y a aussi des tests de langue en anglais, par exemple le TOEIC ou autres, qui peuvent être demandés, mais aussi si vous souhaitez candidater en IAE, le score IAE message, des choses qui demandent du temps pour s'inscrire, pour le passer, pour avoir le résultat. Et donc, c'est important de commencer à préparer vos candidatures dès le 3 février.
afin de ne pas avoir de surprise. Si vous apprenez au dernier moment qu'il vous faut par exemple un projet de recherche et que vous l'apprenez la veille, vous allez être très en difficulté. Et certaines pièces sont obligatoires pour candidater. Donc, c'est-à-dire que si vous ne la déposez pas, votre candidature ne sera pas transmise auprès de la formation. On a ensuite un autre onglet qui est l'onglet dans la même mention qui renseigne les parcours qui existent dans la mention en question. Donc, c'est souvent des formations qui peuvent être plus ou moins similaires et qui pourraient vous intéresser. Et aussi les parcours de M2 pour l'ensemble de la mention, s'il y en a évidemment. Et enfin, des statistiques sur l'insertion professionnelle des diplômés de la mention. Vous aurez deux types de statistiques. Vous aurez des données issues de l'enquête InserSup, conduite par le ministère, qui est un outil qui croise des bases de données, notamment celles du ministère du Travail et autres, afin de calculer l'insertion professionnelle des diplômés, avec un petit avertissement sur le fait que les statistiques d'insertion professionnelle de cet outil n'incluent pas les étudiants qui s'insèrent à l'étranger et n'incluent pas les personnes qui s'insèrent en emploi dit libéral. Par exemple, s'ils deviennent avocats, ils ne sont pas inclus dans le calcul de l'insertion professionnelle pour l'instant. Donc, par exemple, ça peut être très intéressant de le savoir si vous candidatez dans des masters de droit, par exemple, de droit pénal. Il peut y avoir un taux d'insertion qui est relativement faible, qui sera indiqué par cet outil. Voilà, et c'est indiqué sur la plateforme, évidemment, les limites de cet outil. Et enfin, un deuxième type de données qui sont des données issues de l'enquête sur l'insertion professionnelle qui sont réalisées auprès des établissements. Donc, il peut y avoir évidemment des variations entre les deux, vu que normalement, l'enquête auprès des établissements inclut l'insertion professionnelle à l'étranger dans les professions libérales. Donc voilà, au vu des limites du premier outil, il y a les deuxièmes statistiques qui permettent d'avoir plus d'informations aussi et de pouvoir comparer là-dessus. Oui. Si, je suis pas clair. Ah, ouais. Donc la phase de candidature, donc comme je l'ai dit, la publication de l'offre de formation a commencé le 3 février. La phase de candidature, elle commence le 25 février. Vous avez donc 20 jours environ pour pouvoir commencer à regarder des formations, les ajouter dans vos favoris, faire votre petite présélection et ensuite commencer vraiment votre dossier de candidature à partir du 25 février et ce jusqu'au 24 mars. Donc vous aurez un mois réellement pour faire vos candidatures. Qu'est-ce qui constitue un dossier de candidature? Comme je le disais, un dossier candidat commun qui inclut des informations personnelles, votre CV, votre cursus post-bac, vos stages, vos expériences professionnelles, associatives et diverses autres informations. Donc ça, c'est le dossier candidat commun. Et enfin, des informations et pièces complémentaires qui sont demandées par chaque formation, donc qui peuvent aller de la lettre de motivation, lettre de recommandation, test de langue, projet de recherche, etc. C'est très varié en fonction de chaque formation. Comment candidater? Donc, comme je disais, dans la fiche formation, vous retrouverez directement un bouton Je candidate qui vous amène sur la plateforme de candidature. Et à partir du moment où vous avez un compte sur la plateforme de candidature, vous ne pourrez créer un compte qu'à partir du 25 février. Et vous pourrez remplir votre dossier candidat commun et ensuite compléter les candidatures avec les informations demandées par les établissements. Toutes vos candidatures complètes dans la limite des 30 vœux sont transmises aux établissements à l'issue de la phase de candidature. C'est-à-dire l'année dernière, une fois que vous aviez rempli votre dossier candidat commun, que vous aviez rempli les pièces et informations complémentaires qui sont demandées par l'établissement et qui sont obligatoires, parce que certaines sont facultatives, il fallait confirmer votre candidature et à ce moment-là, c'était transmis à l'établissement à la fin de l'issue de la phase de candidature. Cette année, dès que votre candidature est complète, c'est-à-dire votre dossier candidat commun et les pièces et informations obligatoires qui sont transmises, la candidature sera transmise à l'établissement automatiquement sans confirmation à l'issue du 24 mars. C'est-à-dire vous pourrez jusqu'au 24 mars modifier votre dossier de candidature, modifier les pièces complémentaires, en ajouter de nouvelles, mais dès que l'ensemble des informations obligatoires seront renseignées, la candidature sera transmise ensuite. Et ça, dans la limite des 30 vœux, évidemment, mais on va y revenir sur la question. Donc, nos conseils pour candidater, faites plusieurs candidatures, notamment dans les filières où il y a parfois, où il y a peu de place, entre guillemets, et surtout qu'il y a un taux de pression qui est extrêmement fort.
c'est-à-dire les mentions les formations en psychologie dans certaines filières du droit et dans certaines filières de sciences sont très demandées souvent et il y a un nombre de places qui est relativement bas par rapport au nombre de candidats souvent. Donc cela peut être plus compliqué de trouver un master. Donc, on vous encourage vivement à diversifier vos candidatures afin d'avoir le plus de chances possible d'avoir un master. Et donc aussi d'anticiper vos candidatures pour les pièces et informations complémentaires. Combien de vœux vous pouvez formuler? Vous avez 15 vœux en formation classique, donc tout ce qui est hors alternance, et 15 vœux dans les formations en alternance. Et ça pour la phase principale, donc ce qui aboutit à 30 vœux. Et pour la phase complémentaire, vous avez 10 vœux dans des formations classiques hors alternance et 10 vœux dans des formations en alternance. Donc si vous participez aux deux, vous avez le droit en tout à 50 vœux. Comment on comptabilise les vœux en sachant que la plateforme calcule elle-même votre nombre de vœux qu'il vous reste, combien vous en avez fait, etc. Et c'est indiqué à chaque fois avec un tableau de bord. Voilà, vous avez fait 10 vœux en formation classique et 10 vœux en formation en alternance. C'est calculé automatiquement. Qu'est-ce qui fait un seul vœu? C'est lorsque vous candidatez dans une mention, exemple mention philosophie de Sorbonne Université, mais ils ont différents parcours. Là, en l'occurrence, ils en ont 3. Mais à partir du moment où c'est la même mention dans le même établissement, ça fait un seul vœu. C'est un peu le principe des sous-vœux que vous avez probablement connus sur Parcoursup. Mais par contre, si vous candidatez dans la même mention philosophie, mais cette fois à l'Université de Lorraine, évidemment, ce sera un vœu différent. Et si vous candidatez dans une autre mention, mais à l'Université de Lorraine, ce sera encore une fois un vœu différent. Donc, ce qui aboutit à 3 vœux ici. Donc, et à chaque fois, vous verrez sur la fiche de la formation, mention, parcours. Et si vous allez dans l'onglet que je vous ai présenté dans la même mention, l'ensemble des parcours qui sont présentés, ça fait un seul vœu. Et il est possible du coup de faire énormément de candidatures en réalité avec les parcours, parce que certaines formations ont jusqu'à 15 parcours. Si vous candidatez dans les 15, ça fait un seul vœu. Donc, la phase d'examen des candidatures. Donc, après, ah oui, et je vais passer la parole à Alexandra, pardon. Et si tu veux continuer, il n'y a pas de souci, mais oui, moi je vais vous présenter le reste de la procédure. Donc, à partir de la phase d'examen des candidatures, c'est une phase pendant laquelle il ne se passe pas grand-chose pour vous. Vous n'avez pas beaucoup d'actions à faire. Pour les formations classiques, elles s'étendent du 31 mars au 1er juillet. Juste pour information, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent se passer pour vous. Vous pouvez être convoqué par les établissements si lors de la phase de candidature vous avez vu que on vous demandait soit un entretien, soit un concours, soit un examen. C'est pendant cette période-là que vont se passer et les convocations et les dits entretiens, concours, examens. Et en parallèle, puisque vos candidatures sont en train d'être examinées par les établissements, vous pouvez être contacté directement par les établissements pour avoir plus d'informations sur une pièce ou une information que vous avez renseignée que l'établissement ne comprend pas nécessairement, ou une pièce qui serait illisible par exemple. Donc ce que nous on vous conseille, c'est de consulter très régulièrement vos mails et vos SMS et de vous connecter assez régulièrement sur la plateforme, histoire d'être sûr de ne louper, enfin de ne rater aucune information qui pourrait vous être importante. Je veux du coup passer à la phase d'admission, qui est sûrement un sujet qui vous intéresse un petit peu plus. Pour les candidatures qui ne relèvent pas de l'alternance, la phase d'admission commence le 2 juin et elle s'étend jusqu'au 16 juin. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vos candidatures hors alternance à partir du 2 juin? Pour toutes vos candidatures, soit vous recevez une proposition d'admission, soit vous êtes placé sur les attentes, soit votre candidature n'a pas été retenue par l'établissement. Si vous recevez une proposition d'admission, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez soit l'accepter définitivement, et auquel cas, toutes les autres propositions d'admission que vous avez pu recevoir sont redistribuées aux autres candidats, et vous pouvez vous inscrire administrativement parce que du coup, la procédure est terminée pour vous. Soit vous pouvez l'accepter provisoirement si il y a d'autres candidatures, par exemple sur les attentes, qui vous intéressent plus et vous voulez attendre qu'elles se transforment potentiellement en proposition d'admission.
Pour information, vous ne pouvez accepter provisoirement qu'une seule proposition à la fois. Mais je reviendrai là-dessus juste après. Si finalement la proposition d'admission ne vous intéresse pas, vous pouvez la refuser. Si vous êtes placé sur liste d'attente, si vous ne recevez pas de proposition d'admission, vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur la conservation de vos places sur liste d'attente, elles sont conservées automatiquement. Et vous avez du coup votre rang sur la liste d'attente pour voir votre position évoluer et potentiellement que cette place sur liste d'attente se transforme en proposition d'admission. Pour les formations en alternance, la phase d'admission est un petit peu différente. En fait, la phase d'examen des candidatures pour les formations en alternance ne dure qu'un mois. Et ce qui fait qu'à partir du 2 mai, vous pouvez recevoir très rapidement, du coup, soit les refus qui sont opposés à vos candidatures en alternance, soit l'information selon laquelle vous êtes placé en recherche de contrat. Donc, pour vos candidatures en alternance, si vous êtes placé en recherche de contrat, votre but principal, du coup, c'est de rechercher votre contrat, de le déposer sur la plateforme pour validation par l'établissement et de voir si l'établissement valide votre contrat ou si il le refuse. S'il le refuse, vous conservez votre placement en recherche de contrat et vous pouvez déposer un autre contrat ou un autre document selon les motifs de refus de l'établissement pour votre contrat. Ce n'est qu'à partir du 13 juin que les propositions d'admission sont transmises pour les formations en alternance. Donc, soit vous n'avez pas de contrat déposé ou pas de contrat validé pour vos formations en alternance, et auquel cas vous pouvez conserver vos placements en recherche de contrat jusqu'à la fin de la phase d'admission, donc le 16 juin, mais également pendant la phase complémentaire et pendant la phase de gestion des désistements, ce que je vous expliquerai juste après. Soit vous avez déposé un contrat, le contrat a été validé par l'établissement, et auquel cas, soit vous êtes placé sur liste d'attente parce que des candidats qui ont été mieux classés que vous ont déposé des contrats suffisamment pour remplir la formation, soit vous recevez une proposition d'admission, et auquel cas, ça fonctionne comme pour les formations classiques. Vous pouvez l'accepter définitivement, l'accepter provisoirement ou la refuser si finalement elle ne vous intéresse plus. Un petit tour des règles générales de la phase d'admission. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous ne pouvez conserver qu'une seule proposition acceptée à la fois. Donc, que ce soit dans des formations en alternance ou hors alternance. Pour illustrer un petit peu, si le premier jour de la phase d'admission, vous recevez une proposition d'admission, qu'elle vous intéresse mais que c'est pas votre premier choix, vous pouvez l'accepter provisoirement. Si le lendemain vous recevez une autre proposition d'admission, que ce soit dans une formation classique ou en alternance, vous devez indiquer celle que vous souhaitez conserver entre celle que vous aviez acceptée hier et celle que vous venez de recevoir aujourd'hui. Un point assez important qu'on souhaite souligner quand même, c'est que les propositions d'admission ne sont envoyées qu'une seule fois par jour, le matin. Vous êtes bien évidemment alerté par SMS, par mail, mais du coup c'est aussi pour que vous soyez rassurés. Vous n'avez pas besoin de vous connecter 4-5 fois par jour pendant la phase d'admission pour voir si vous avez reçu d'autres propositions d'admission. Elles ne sont envoyées qu'une seule fois. Autre point d'attention, il y a un délai à respecter pour vous prononcer sur vos propositions d'admission, donc pour indiquer si vous l'acceptez définitivement, provisoirement ou si vous la refusez. Pour les candidatures en alternance, vous avez jusqu'au 5 juin 23h59 pour une proposition reçue entre le 2 et le 4 juin. Pour une proposition d'admission reçue entre le 5 et le 15, vous avez jusqu'à 23h59 le lendemain du jour où vous avez reçu la proposition d'admission. Et pour toutes les propositions d'admission en alternance, vous avez jusqu'au 16 juin 23h59. J'en vois certains d'entre vous prendre des photos, vous inquiétez pas, on va transmettre la présentation, comme ça elle sera diffusée et c'est plein d'informations que vous aurez aussi sur le portail d'information, donc pas de souci là-dessus. Pour trouver une alternance, vous disposez de plusieurs types d'aides. Bien évidemment, vous avez les CFA qui peuvent vous accompagner, l'établissement porteur de la formation dans laquelle vous souhaitez rentrer à la rentrée.
Et directement sur le portail d'information, vous avez un outil pour chaque formation dispensée en alternance qui s'appelle la bonne alternance et qui vous permet de retrouver du coup des offres d'alternance en lien avec la formation et le lieu de formation de cette formation justement. Que faire du coup si vous n'avez pas obtenu de réponse positive pendant la phase d'admission ou si vous n'avez pas accepté définitivement une proposition d'admission pendant la phase principale d'admission? Vous pouvez dans un premier temps participer à la phase complémentaire que je vais vous expliquer dans quelques instants. Par la suite, vous pouvez aussi participer à la phase de gestion des désistements et en parallèle, si vous êtes éligible, vous pouvez saisir le recteur de région académique. Donc, à l'issue de la phase principale d'admission, la phase complémentaire s'ouvre. Elle s'étend du 17 juin au 17 juillet. Quels candidats peuvent participer à la phase complémentaire? Les candidats qui ne disposent pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement à l'issue de la phase principale, donc au 16 juin, peuvent participer à la phase complémentaire. Vous ne pouvez pas candidater dans une formation qui vous a refusé en phase principale. Ça semble assez logique, mais c'est quand même bien de le rappeler. Sauf s'il il existe un motif de refus qui vous permet de recandidater, mais auquel cas, tout est expliqué sur la plateforme. Vous avez bien un bouton qui vous permet de recandidater. Donc, si vous n'avez pas ce bouton, c'est que vous ne pouvez pas recandidater dans une formation qui vous a refusé en phase principale. Autre information assez importante, les formations qui participent à la phase complémentaire sont des formations pour lesquelles il reste un certain nombre de places disponibles, mais il y a clairement du coup moins de formations et moins de places disponibles qu'en phase principale. Donc participez bien à la phase principale. N'oubliez pas mon master. Voilà. Donc, les candidats qui sont éligibles à la phase complémentaire, ce sont, comme je vous l'ai dit, les candidats qui ne disposent pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement à l'issue de la phase principale, donc le 16 juin, mais aussi les candidats qui n'ont pas participé à la phase principale, même s'ils avaient commencé à créer des candidatures, vous êtes totalement autorisés à recandidater en phase complémentaire, et aussi les candidats qui n'avaient pas du tout, qui avaient créé un compte, mais qui n'avaient pas du tout déposé de candidature pendant la phase principale. La phase complémentaire se divise un peu comme la phase principale, c'est-à-dire que vous allez avoir du 17 au 23 juin une phase de candidature et de classement. Je vais rentrer un peu plus dans le détail juste après. Une phase d'admission, une phase d'examen des nouvelles candidatures du 24 juin au 7 juillet et après une phase d'admission du 8 au 17 juillet. Donc pendant la phase de candidature, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez participé à la phase principale et ce que vous voulez, c'est conserver les places sur les attentes ou les placements en recherche de contrat que vous aviez de la phase principale. C'est totalement possible. La seule chose, c'est qu'il faut que vous classiez toutes vos candidatures. Et en plus de ça, vous pouvez formuler de nouveaux vœux. Comme l'avait expliqué Alex, vous avez le droit à 10 nouveaux vœux dans des formations en alternance et 10 nouveaux vœux dans des formations hors alternance. Mais si vous voulez simplement conserver ce que vous aviez de la phase principale, c'est totalement possible. Vous n'êtes pas obligé de recandidater. Mais par contre, vous êtes vraiment obligé de classer vos candidatures. C'est très important. Du coup, pendant la phase d'examen des candidatures complémentaires, vous pouvez là aussi être convoqué à des entretiens, des examens, des concours. Donc à nouveau, regardez bien vos mails, connectez-vous sur la plateforme. Et pendant cette période-là, pour vos candidatures issues de la phase principale, vous pouvez à nouveau recevoir des propositions d'admission et vous pouvez pendant toute cette période-là déposer des contrats pour vos formations, pour vos candidatures en alternance. Pendant la phase d'admission, c'est le moment où vous recevez les réponses pour vos nouvelles candidatures, si vous en avez faites. Et pour information, pendant la phase complémentaire, comme elle est très courte et c'est une période où vous n'êtes pas nécessairement disponible, il y a un système qui fait que si vous recevez une proposition d'admission, vous perdez tout ce que vous avez moins bien classé dans votre ordre de préférence. Mais par contre, la proposition d'admission est acceptée provisoirement automatiquement. Donc il n'y a plus de délai de réponse pendant la phase complémentaire, c'est fait automatiquement. Et si c'est une proposition qui
vous intéresse vraiment, vous pouvez, vous, manuellement l'accepter définitivement, mais en tout cas, il y a ce système de répondeur automatique qui vous permet d'être plus serein pendant la phase complémentaire. À la suite de la phase complémentaire, si vous n'avez toujours pas de proposition d'admission pour une formation de master, vous pouvez être éligible à la phase de gestion des désistements qui s'étend du 18 juillet au 31 août. Alors si par exemple au 17 juillet vous avez toujours des places sur les attentes ou des placements en recherche de contrat et pas de proposition d'admission acceptée provisoirement ou définitivement, vous allez pouvoir participer à la phase de gestion des désistements. Du coup, entre le 18 juillet et le 31 août, vos places sur les attentes et vos placements en recherche de contrat sont considérés comme refusés, ils sont archivés. Mais en fait, c'est une période pendant laquelle certains candidats vont se désister parce que finalement, ils vont aller dans une autre formation qui n'est pas sur mon master ou finalement, ils n'ont pas obtenu leur diplôme qu'ils étaient en train de préparer, ce qui fait qu'ils libèrent la place pour d'autres candidats qui seraient sur les attentes. Donc, c'est une période pendant laquelle vous pourriez recevoir une proposition d'admission. Là aussi, pour vos candidatures en alternance, elles peuvent donner lieu à une proposition d'admission si vous avez finalement trouvé un contrat et que vous le déposez, qu'il est validé par l'établissement. Et pendant cette période-là, vous ne pouvez qu'accepter définitivement ou refuser une proposition d'admission. Il n'y a plus d'acceptation provisoire parce qu'on est vraiment sur la toute fin de la procédure et il est important que les places qui sont redistribuées soient définitivement prises par des candidats. Vous avez du coup un délai de réponse qui revient. Si vous recevez une proposition d'admission entre le 18 juillet et le 17 août, vous avez jusqu'au 18 août 23h59 pour répondre. Donc indiquez si vous acceptez définitivement ou si vous refusez la proposition d'admission. Et à partir du 18 août, vous avez à nouveau jusqu'à 23h59 le lendemain du jour où vous avez reçu cette proposition d'admission pour y répondre. En parallèle de la phase de gestion des désistements, donc à partir du 18 juillet, vous allez pouvoir saisir le recteur de région académique si vous y êtes éligible. Justement, voici les critères pour pouvoir saisir le recteur. Il faut n'avoir reçu aucune proposition d'admission. Je dis pas ne pas en avoir accepté, mais ne pas en avoir reçu. Il faut avoir obtenu ou être en cours d'obtention d'un diplôme national de licence au cours des 3 dernières années universitaires, donc les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Si vous êtes oui, voilà, exactement. Ça veut dire que si vous êtes en BUT ou en licence pro, vous ne pouvez pas saisir le recteur. C'est l'une des limites de la saisine du recteur. Donc, si vous êtes dans une région académique où il y a au moins 2 universités, vos candidatures doivent au moins être au nombre de 5, concerner au moins 2 mentions de master différentes, mais du coup sur le portail d'information c'est bien indiqué le nom de la mention, donc c'est quelque chose de facile à repérer et avoir été adressé dans au moins 2 établissements d'enseignement supérieur différents. Et si vous faites partie des étudiants dans des régions académiques où il n'existe pas, où il existe une seule université, il suffit simplement d'avoir 2 candidatures en première année de master. Mais voilà, dans le petit encadré, vous avez les régions académiques qui sont concernées et vous n'en faites pas partie. Pour finir, comme les critères de la saisine du recteur concernent vraiment les candidatures que vous allez faire, dès la phase de candidature, vous avez accès à un questionnaire d'éligibilité qui vous permet de vous assurer que là, pendant la phase de candidature, avec le nombre de candidatures que vous avez faites au sein des établissements, vous serez bien éligible à la saisine du recteur en fin de procédure si vous en avez besoin. Pour faire un petit peu notre pub, on a des réseaux sociaux. On est présent sur Instagram et sur Twitter. On va essayer d'alimenter un peu ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va vous transmettre des informations qu'on pense importantes en plus
de ce qui est sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Oui, si tu as... Oui, juste préciser, on a donné pas mal d'informations, de dates, de délais, etc. On sait que c'est assez lourd en tant que tel. Donc, en plus de la transmission du portail d'information, il y aura aussi l'ensemble des informations qui seront sur les pages informatives du site Mon Master. Donc, voilà, il faut se rassurer. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses pour ceux qui en ont. Et si vous décidez de sortir, essayez de le faire dans un relativement calme pour qu'on puisse continuer un échange intéressant. On a encore 1 heure, donc à peu près. Donc... Ah, on va attendre 3 minutes, le temps que les personnes qui veulent sortir sortent, et puis on pourra... Il y a des flyers aussi, n'hésitez pas à venir les chercher, enfin, vous les retrouverez sur le site, mais vous pouvez en prendre. C'est fait pour. Et il y a aussi des flyers pour la journée, pour le forum de l'orientation et des formations. Bonjour, j'en profite. Laurent Menu, je suis à la direction de l'orientation de l'insertion professionnelle. Je profite pour vous dire qu'on organise à l'Université Grenoble-Alpes le forum des poursuites d'études qui aura lieu le 20 février, le jeudi 20 février de 12h à 17h. Et avant ça, le mardi 18 février, on aura une conférence sur le recrutement en master où on pourra revenir aussi sur la diversification des candidatures, comment valoriser sa candidature. Voilà. Et vous pouvez prendre plusieurs flyers si vous en avez envie pour les transmettre à d'autres personnes. Voilà, normalement il y en aura assez largement pour tout le monde et pour d'autres. J'ai vérifié si on est accepté sur un jour, par exemple, dès le début des acceptations, mais qu'au final, on accepte et que plus tard, on est accepté dans un autre jeu, dans les attentes, est-ce qu'on pourra l'accepter, le deuxième, s'imaginer oui, avoir abandonné le premier jeu, on peut sécuriser le premier et vous Oui, il y a une phase de questions-réponses. Donc, alors, si vous pouvez essayer de sortir, qu'on puisse, enfin, pour ceux qui veulent évidemment, hein, qu'on puisse continuer la phase de questions-réponses. On est assez limité par le temps, nous aussi. On a un autre échange ensuite. On doit aussi manger, si possible. Alors, Non, elle j'ai pas une cliente qui est en passant, elle met la photo d'un autre étudiant dans le... Allez, s'il vous plaît, on vous laisse vous rasseoir. On va commencer les questions-réponses. Alors, la question c'est est-ce que c'est auditif parce que je sais pas. Alors, est-ce que on peut avoir des chances d'être accepté dans un master sans avoir la licence conseillée? alors oui.
Je pense que ça va dépendre de chaque formation et de chaque responsable de formation qui pourra répondre mieux que nous à cette question. Pardon. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter le responsable de formation avec l'email indiqué sur la plateforme pour avoir plus de renseignements là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas de blocage applicatif en tant que tel et il y a certains. C'est surtout, nous, ce qu'on transmet aux établissements, c'est de mettre une liste indicative, mais qui n'est pas forcément bloquante en tant que telle, selon votre dossier, votre parcours aussi extra-universitaire, cela peut tout à fait être accepté. Ok, merci. Question. Alors, je voulais savoir si les directeurs de master, ils avaient accès aux vœux qu'on avait formulés et à la hiérarchisation qu'on a fait des vœux ou pas, s'il vous plaît. Alors non, alors déjà en phase principale, il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. C'est qu'en phase complémentaire et du coup ça vraiment c'est utilisé par la plateforme pour votre vœu, il est quand vous recevez une proposition d'admission, il est accepté automatiquement provisoirement, mais du coup vous perdez tout ce que vous avez moins bien classé, mais c'est pas transmis aux établissements et du coup les établissements n'ont pas accès aux candidatures que vous avez fait ailleurs. Voilà. Bonjour, est-ce qu'on pourrait revenir sur les formations qui ne figurent pas sur mon master? Moi, j'ai noté les MBA par exemple. Oui, pourquoi ça figure pas sur parce que c'est pas des diplômes nationaux de master en fait. On a vraiment, il y a cette distinction à faire où dans le jargon général, on met sous l'étiquette master beaucoup de types de formations qui en fait ne sont pas vraiment des diplômes nationaux de master. Il y a les MBA, il y a les masters spécialisés. Ce ne sont pas des diplômes nationaux de master. Et nous, on ne présente que les diplômes nationaux de master. Voilà. Et comment ils sont reconnus par l'État français par exemple? Alors, ça dépend des types de formations. Je ne sais pas si c'est un MBA par exemple. Alors, en fait, là, donc, du coup, mon master, c'est vraiment, entre guillemets, les diplômes garantis par l'État. Ils font l'objet d'une reconnaissance particulière, donc c'est clairement, voilà, pour le dire comme ça, tel quel, c'est un diplôme garanti par l'État. Les autres diplômes que vous évoquez, en fait, ça dépend. Il peut y avoir une sorte de reconnaissance de l'État, c'est pas systématique. Généralement, en réalité, il y a plutôt une reconnaissance de la part de la profession, enfin, ou de l'environnement professionnel qui participent grandement aux formations. Donc très clairement, les MBA, en réalité, ils ne sont pas garantis par l'État. Certains peuvent être visés par la conférence des grandes écoles, mais en tant que tel, c'est pas l'État qui les reconnaît, c'est pas l'État qui va autoriser l'établissement à les délivrer. L'établissement peut les délivrer tout seul de son côté. Donc voilà, donc très clairement, de toute façon, pour vous, ce que vous verrez sur la plateforme, c'est du master. Ce que vous ne voyez pas sur la plateforme, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est moins bien reconnu, que c'est moins bien. Une des grosses différences aussi que vous verrez, c'est les droits d'inscription. Ce ne seront pas du tout les mêmes. Après, beaucoup d'autres diplômes ont des taux d'insertion professionnelle intéressants. Hein. Enfin, là-dessus, on ne le conteste pas, mais en tous les cas, c'est une plateforme ne trouveront pas sur mon master, avec du coup des calendriers de recrutement complètement différents. En plus, vous avez des MBA qui recrutent parfois à Bac+4 et non pas à l'entrée après une licence. Donc, c'est très variable. Alors qu'un master, du coup, vous avez partout les mêmes modalités de recrutement, à savoir avoir un Bac+3, passer par la plateforme. Voilà. Et autrement dit, du coup, si vous candidatez en dehors de mon master, faites très attention, renseignez-vous, faites des recherches sur les établissements, sur les formations. Parce que des fois, quand vous allez aller sur le site internet, ça va être très joli, vous allez avoir des vidéos super sympas du campus, etc. Mais en réalité, la qualité de formation, l'insertion professionnelle n'est pas du tout au rendez-vous parfois, pas tout le temps, mais parfois. Et on a des témoignages que vous retrouverez dans la presse d'étudiants qui ont passé 5 ans dans une école privée, pas du tout reconnue, et qui ont dépensé 50 000 € et qui ne se retrouvent sans rien après 5 ans. Donc voilà, il y a des formations qui sont très bien, qui sont pas sur mon master, mais voilà, faites attention, faites des recherches, c'est vraiment un discours très important, en tout cas qu'il faut diffuser, je pense. Merci.
Du coup, j'avais une question pour ceux qui souhaiteraient faire une année de césure. Quand est-ce qu'on doit faire la demande? Est-ce que c'est à la fin ou avant? J'ai vu certaines offres de formation où il a demandé avant même que l'admission elle soit faite, donc je comprends pas comment je peux candidater à une césure avant d'être admise dans un master. Oui. Alors, pour l'année de césure, quand vous renseignez votre dossier candidat, il y a une rubrique qui s'appelle « J'envisage une année de césure ». Donc, si c'est le cas, vous pouvez juste cocher « Oui ». C'est une information qui n'est pas transmise aux établissements pendant la phase d'examen des candidatures. Ça n'est transmis qu'une fois que vous avez accepté définitivement la proposition d'admission dans la formation. Et du coup, après, c'est un processus qui se fait entre vous et l'établissement pour faire une sorte de dossier d'acceptation de césure. Donc, l'établissement peut dire non, et auquel cas, vous devez venir dans la formation, mais l'établissement peut dire oui, et auquel cas, voilà. Mais normalement, on n'est pas censé vous demander cette information en amont. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous conseillerez pour être sûr qu'ils vont accepter la césure? Ah vraiment ça dépend des établissements, donc je peux pas vous donner d'informations, mais si c'est à l'UGA, peut-être que Ça dépend vraiment de chaque responsable, de chaque composant. Il n'y a pas de règle. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question concernant les classements entre candidats et comment est-ce que les universités choisissent les candidats. Est-ce que c'est basé uniquement sur les notes ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte? Normalement, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas côté établissement. Les établissements sont vraiment libres de la façon dont ils examinent et ils classent les candidatures. Il y a un souci de transparence qui fait que quand vous candidatez, vous avez accès aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures. Mais c'est vrai que côté établissement, nous, on n'est pas du tout, on voit pas du tout comment la sélection est faite. Donc vraiment, si vous voulez avoir plus d'informations, je pense que le plus important, c'est de contacter le responsable de formation qui pourra vous donner des conseils sur quoi mettre en valeur dans votre candidature. Mais au vu des informations complémentaires qui sont demandées par les établissements, il y a d'autres éléments que les notes qui rentrent en compte vraiment dans l'examen des candidatures. Et ce qui permet d'ajouter un point, et peut-être sur certains mythes, il n'y a pas d'algorithme sur mon master. Voilà, nous, on n'examine pas de candidature, on met pas d'algorithme qui examine les candidatures. C'est chaque responsable de formation qui les examine et qui passe du temps à lire les dossiers chaque année. Donc voilà, nous, il n'y a pas d'algorithme sur mon master. C'est important de le dire, je pense. On entend parfois ce discours-là, ce n'est pas le cas. Sachez-le. En fait, la plateforme ne fait que redistribuer, en fait, ne fait qu'acter ce que les responsables de formation font. Et après, en fonction des choix des étudiants, après, du coup, quelqu'un qui refuse une place, bah forcément, la place, elle est du coup proposée à la personne suivante. Donc, en fait, c'est une plateforme de redistribution, mais uniquement au regard des classements que les responsables de formation ont fait. Moi, j'avais une question pour quand la phase complémentaire s'organise et qu'on doit classer nos vœux, est-ce que ce classement se fait en une seule fois et après les définitifs ou est-ce qu'on peut encore le changer un petit peu après? Vous pouvez le changer pendant toute la phase de candidature et de classement complémentaire. Donc vous avez une semaine, je crois, pour tout faire. Une fois que la phase complémentaire de candidature est terminée, vous pouvez plus modifier. Mais en fait, c'est vrai que la phase complémentaire dure un mois en tout et pour tout. Du coup, on part du principe que normalement, à l'issue de la phase complémentaire de candidature, vous n'avez plus, vous avez classé comme vous le souhaitiez. Donc voilà. Ok. Vous aviez mentionné des critères d'éligibilité, notamment le critère de résidence. Qu'en est-il pour les masters en distanciel? Notamment l'UGA en fac de droit, il présente des masters en distanciel. En fait, ça dépend. Normalement, quand vous candidatez en master, c'est soit vous êtes éligible à la candidature via mon master selon des critères de résidence ou de nationalité, et auquel cas, qu'importe le type de formation, qu'elle soit à distance ou pas, vous candidatez via mon master. Sinon, c'est via études en France. Okay. Donc c'est plus comme ça qu'on entendait les choses. C'est plus par rapport à vous que par rapport aux formations où vous candidatez. Ok. Si le master qu'on préfère là. Désolée. Si le master qu'on préfère, c'est un master qui passe pas par la plateforme, mais que par exemple, c'est les réponses qu'ils donnent, c'est courant juillet. Du coup, est-ce qu'on doit accepter définitivement un master
avant juin sur la plateforme? Non, en fait, vous pouvez toujours accepter provisoirement une proposition d'admission pendant la phase principale et vous pouvez conserver votre proposition d'admission acceptée provisoirement pendant la phase complémentaire. Donc, si les réponses pour la formation qui vous intéresse le plus arrivent avant le 17 juin, bah voilà, vous pouvez juste accepter provisoirement. Comme je l'avais dit, toutes les propositions d'admission acceptées provisoirement à l'issue de la phase complémentaire, elles sont automatiquement, elles deviennent automatiquement des propositions d'admission acceptées définitivement. Mais mettons que vous soyez dans ce cas-là et que vous recevez votre réponse après, vous pouvez toujours vous désister. En fait, c'est d'où l'intérêt de la phase de gestion des désistements. Et du coup, votre place sera redistribuée à un autre candidat qui serait toujours sur les attentes. Voilà. Est-ce qu'il y a une préférence géographique, comme je crois que c'était comme je crois que c'était le cas avec Parcoursup, c'est-à-dire j'ai plus de chances d'être acceptée à la fac de Grenoble? Alors, à nouveau, les critères d'examen des candidatures sont vraiment au choix des établissements, mais il n'y a pas ce côté figé dans la plateforme, ce critère-là de une préférence en termes de localisation pour les candidats. Ouais. Est-ce que c'est plus stratégique de faire que des vœux qu'on veut vraiment ou de mettre des trucs au cas où? Par exemple, je vais aller en MEF, mais j'ai pas de plan B. Est-ce que si je mets plusieurs MEF dans différentes villes, ça compte comme plusieurs vœux et ça suffit? Ou il faut quand même mettre des trucs au cas où Quand vous dites au cas où, il faut quand même que ce soit des formations où si vous êtes finalement prise vous y alliez vraiment. Il faut pas que vous vous retrouviez dans une situation où vous êtes prise dans une formation et en fait, dans aucun monde vous souhaitez y aller. Donc oui, il faut des plans B, c'est important, mais des plans B où ça vous paraît raisonnable de pouvoir y aller par la suite. Du coup, si je mets qu'une seule formation mais à différents endroits, ça compte quand même comme plusieurs vœux? Oui, alors si c'est pas parce que parfois il y a différents lieux de formation, notamment pour les MEF, qui peuvent exister. Donc faites bien attention entre que ce soit dans différents établissements ou dans différents lieux de formation. Parfois, les lieux de formation existent en multiplicité, notamment pour les MEF. Au sein d'un même établissement, donc ça vous comptera pour un vœu, mais si c'est au sein de différents établissements, là ça vous comptera pour plusieurs vœux. Ok, voilà. Merci. C'était pour les Erasmus. En fait, on a déjà dû donner nos lettres de motivation pour le master. Et je voulais savoir si on devait le refaire aussi du coup sur mon master et mettre exactement la même ou... Alors oui, si l'établissement vous demande une lettre de motivation, parce que ça c'est une pièce qui peut être à la main de l'établissement, c'est pas dans le dossier commun. Effectivement, vous devrez remettre la lettre de motivation. Et si on l'a déjà fait? Parce qu'en fait, c'était en décembre et donc on l'a tout donné. Oui, mais c'est pas repris dans la plateforme et comme ça, généralement, ça va être une pièce obligatoire où vous êtes obligé d'en téléverser une sur la plateforme pour pouvoir finaliser votre candidature. Après, est-ce qu'il faut la même ou une différente? C'est en fonction des formations. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment la personnaliser par rapport à la formation. Si c'était déjà le cas pour votre lettre de motivation à l'origine, je pense que vous pouvez la reprendre. Ok, merci. Moi, j'avais une question par rapport aux élèves en situation de handicap, par rapport au dossier. Est-ce qu'il faut le renseigner à partir de quelle date? Et plusieurs choses par rapport aux aménagements, que ça soit pour si on est admis ou même si pour les examens d'admission on nécessite des aides humaines ou des aménagements. Par quoi il faut passer? Et est-ce qu'il faut par exemple des bilans médicaux qui datent de moins en termes d'années, ou est-ce que si par exemple là à l'UGA on a déjà un dossier composé et qui est validé, ça suffit, ou est-ce qu'il y a des examens médicaux à faire au niveau des dates? Alors le moment où vous pouvez déclarer, mais c'est pas du tout obligé, votre situation de handicap, c'est pendant la phase de candidature. Comme pour les informations liées à la césure, si vous le souhaitez, c'est des informations qui ne sont pas transmises en amont de la phase d'examen aux établissements. C'est vraiment transmis aux établissements à partir du moment où vous avez accepté définitivement une proposition d'admission dans une formation. Donc il y a déjà ça. Si vous êtes convoqué à un entretien, un concours, un examen et que vous avez besoin d'aide, quand vous êtes convoqué via la plateforme, vous avez des contacts. Donc c'est quelque chose à discuter avec la personne référente qui vous a envoyé la convocation.
Et je crois que j'ai répondu à toutes votre questions. Oui. Et puis du coup, il y a le référent handicap aussi que vous pouvez contacter à ce moment-là, qui est disponible via l'outil de contact de la plateforme ou sur la fiche de formation. J'avais également une question au sujet de l'année de césure. Je me demandais si je reçois une proposition d'admission tard, par exemple en août, est-ce que c'est toujours possible de demander une année de césure à l'établissement en question? Si vous ne l'avez pas indiqué en amont sur la plateforme? Si, en partant du principe que je l'ai indiqué. Oui, après, ça restera nous, de toute façon, sur la plateforme, c'est pas nous qui décidons sur cela. Donc, ça va dépendre de chaque responsable de formation. Mais souvent, certains n'acceptent pas les césures assez tard. Mais c'est pas un cas généraliste. C'est une expérience personnelle. Donc, ça veut dire que c'est possible. Enfin, il y a des cas dans lesquels c'est possible. Oui, réglementairement parlant, rien ne l'interdit. D'accord. Ça va être à la main des établissements, parce que des fois, les césures, ils veulent que ce soit transmis avant telle date, etc., et validé. Donc, voilà. D'accord, merci. Pas de souci. Pourriez-vous revenir sur le nombre de vœux maximum en droit, par exemple? Pardon. Aussi les sous-vœux. Est-ce que vous pourriez revenir sur le nombre de vœux maximum? Ah oui, on va remettre la diapositive en même temps. Mais donc, pour la phase principale, c'est 15 vœux en formation dite classique, tout ce qui est hors alternance, et 15 vœux pour les formations en alternance. Et pour la phase complémentaire, c'est 10 vœux pour les formations dites classiques, tout ce qui est hors alternance, et 10 vœux pour les formations en alternance. En sachant que c'est pas parce que vous avez fait 29 vœux en phase principale que vous pourrez en faire 21 en phase complémentaire. Et pour le décompte des vœux en tant que tel, c'est un vœu égale une ou plusieurs candidatures au sein de la même mention du même établissement. Donc, par exemple, un master de droit à l'UGA, donc à mention droit, juste droit, et avec plusieurs parcours, imaginons droit public, droit privé, droit notarial ou autre. Si c'est au sein de l'UGA avec bien la mention droit, ça fera un seul vœu à la fin, même si vous déposez les plusieurs candidatures. Ok, merci beaucoup. J'ai une question concernant la saisie du rectorat. Vous avez dit qu'il fallait demander 2 établissements dans l'académie minimum et 2 mentions. Et est-ce que c'est 2 mentions au sein de l'académie ou ça peut être une mention, admettons, Auvergne-Rhône-Alpes et une mention dans une autre académie? Oui, ça peut être une mention dans une académie et une mention dans l'autre académie, dans notre établissement. Alors, j'avais 2 questions. Donc, la première, c'est au sujet des candidatures. Donc, quand vient le moment de candidater, on va recevoir un numéro. Qui nous le donne? Est-ce qu'on doit on doit créer un compte quelque part pour le recevoir? Comment ça fonctionne? En fait, c'est quand vous créez un compte sur la plateforme Mon Master, automatiquement, il y a un numéro candidat qui va être créé, généré pour vous, et vous allez le retrouver quand vous vous connectez. Il sera en haut à droite, à côté de votre nom, prénom. Et du coup, c'est ça le numéro candidat. D'accord. Voilà. Et quand vous vous connectez pour la première fois, vous créez votre compte, vous avez une pop-up qui revient régulièrement pour vous indiquer, attention, c'est bien ça votre numéro candidat. Le jour 2, vous n'avez plus cette pop-up, vous êtes moins harcelé. Voilà. Et juste pour ma deuxième question, une fois qu'on a un dossier qui est complet, vous aviez dit tout à l'heure qu'on avait marqué, notre dossier commun était tout bon et dossier complémentaire également. Vous avez dit que c'était envoyé à l'établissement. À l'issue de la phase de candidature. Une fois que la date, la clôture a été... Exactement, c'est ça. Tous les dossiers de candidature sont envoyés à la même date, le 31 mars, aux établissements. Donc même s'il est complet, tant que la date de fin n'est pas arrivée, il ne sera pas envoyé. C'est ça, exactement. Comme ça, si vous avez quelques éléments à modifier... en dernière analyse. C'est important, ça, effectivement, de l'avoir à l'esprit, c'est que vous avez le temps, en fait, de modifier vos vœux, et donc du coup ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pas le premier qui a finalisé ses candidatures qui verra ses candidatures transmises au établissement. Les candidatures sont transmises au même moment, donc du coup voilà, vous avez le temps. Alors ne vous en prenez pas au dernier moment, ça c'est une certitude, mais voilà, vous avez le temps de la réflexion. Une fois que vous avez déjà les premières candidatures, vous pouvez revenir dessus
c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc ça, c'est une chose importante, parce qu'on sait notamment qu'on a entendu parler sur TikTok, il disait qu'une fois que le dossier était rempli, il serait transmis. Ce n'est pas le cas, enfin, il ne sera pas transmis à l'instant T, il faut bien attendre le 24 mars, et en réalité, c'est quelques jours après, mais vous ne pourrez plus modifier après le 24 mars. Quand on a un vœu avec une mention qui contient plusieurs parcours, est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation pour chaque parcours ou alors juste pour la mention de manière générale? C'est pour plusieurs parcours, souvent, ce sera l'établissement qui demandera pour plusieurs parcours, souvent. J'avais deux questions. Du coup, vous aviez parlé de la suppression des autres vœux pour la phase complémentaire. Ça veut dire que même si c'est automatique, dès qu'on a un vœu accepté, tous les autres, on n'a plus de chance de les avoir? Non, en fait, c'est uniquement ceux que vous avez moins bien classés dans votre ordre de préférence. Donc, par exemple, vous aviez 10 candidatures que vous avez classées de 1 à 10. Le premier jour, vous recevez une proposition d'admission pour votre vœu numéro 5. Tout ce que vous avez en dessous du vœu numéro 5 est perdu, effectivement, mais alors la proposition, elle est acceptée automatiquement provisoirement et vous conservez tout ce que vous avez mieux classé. Donc, en fait, vous êtes toujours gagnant dans ce système. Ok. Et j'avais une deuxième question pour le nombre de vœux. On sait combien de vœux on a fait ou enfin c'est la plateforme qui nous le dit? Oui. Okay. Vous avez un décompte qui est vraiment affiché en gros pour les candidatures en alternance et un autre pour les candidatures hors alternance. Okay. Vous avez dit qu'il fallait qu'on fasse des lettres de motivation pour chaque parcours, mais dans la mesure où c'est la même mention, est-ce que c'est les mêmes personnes qui les analysent ou pas? Ça dépend. Souvent, il y a des responsables de formation pour chaque parcours. Donc, généralement, c'est pas les mêmes personnes qui les regardent. Et personnaliser vraiment vos candidatures, enfin, on vous encourage vraiment. C'est pour le coup. C'est sur mon master, c'est une sélectivité qui est parfois différente de Parcoursup, donc voilà. En fait, sur certains parcours, faites attention et personnalisez-les vraiment. Et pour la césure, si on a coché la case pendant la phase de candidature pour la césure, est-ce qu'après on est obligé de faire la césure ou on peut juste dire finalement non et je viens directement? Non, vous n'êtes pas du tout obligé puisque en fait il faut quand même que vous fassiez la démarche auprès de l'établissement pour demander le dossier de césure. Donc si finalement ça ne vous intéresse plus, vous avez changé de projet, juste vous faites pas la démarche et puis. Ok, ça marche, merci. Admettons, j'ai candidaté pour une formation en alternance et d'autres formations classiques. Admettons, j'ai été accepté dans ma formation en alternance, je dis oui. Du coup, je dois chercher un contrat. Et si derrière le contrat, je l'ai pas, je peux pas revenir aux autres formations que j'avais dû. Alors en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Tant que vous n'avez pas de contrat, vous n'êtes pas admis dans la formation. Ah. Voilà, en gros, le système est fait de telle manière que justement vous ne vous retrouviez pas dans une situation où vous avez indiqué vouloir venir dans cette formation en alternance et en fait vous ne trouvez pas de contrat et vous n'avez pas de solution. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de toute façon les propositions d'admission dans les formations classiques, vous les recevez avant les propositions d'admission dans les formations en alternance. Donc déjà, vous pouvez accepter provisoirement une proposition d'admission dans une formation classique en tant que filet de sécurité et attendre en fait un certain temps, soit que vous trouviez votre contrat, soit que vous ne le trouviez pas et auquel cas vous pourrez accepter définitivement la proposition classique. Voilà. Merci. J'avais une question par rapport du coup, juste là. Oui, pardon. Par rapport aux formations qui demandaient du coup un entretien. Si jamais par exemple je candidate dans une formation qui demande un entretien mais dans une autre ville, je dois me déplacer du coup pour l'entretien ou c'est possible de le faire à visio? C'est à la main des établissements mais ça va être marqué sur la convocation. Donc ils ont la possibilité soit de renseigner en présentiel, soit en visio. Et à nouveau, comme vous avez le contact de la personne qui a envoyé la convocation, vous pouvez également lui dire est-ce que c'est possible de le faire en visio parce que voilà, je suis dans une autre ville ou ce genre de choses. N'hésitez pas à essayer de voir avec les personnes responsables pour ça. Ok, merci.
Quelles sont les informations requises pour créer un compte? Est-ce que par exemple il faut le numéro INE, enfin qu'on puisse préparer en amont? Oui, alors à nouveau, dès le 3 février, on n'a pas trop parlé de ce sujet-là, mais on va aussi vous détailler toutes les informations dont vous avez besoin pour remplir le dossier candidat commun. Ça, c'est très facile pour nous de vous l'indiquer. Donc effectivement, on vous demandera votre INE, mais en fait, il y a pas mal de rubriques. Il y a des informations personnelles, donc votre nom, prénom, votre civilité, votre lieu de naissance, des informations de ce style-là, votre CV, votre cursus post-bac, des informations sur votre bac si vous l'avez obtenu, sinon vous pouvez déclarer que vous ne l'avez pas obtenu, les informations sur vos expériences professionnelles, vos stages si vous en avez, les relevés de notes, c'est vrai que c'est très important. Qu'est-ce que j'oublie? Du coup, c'est le moment où aussi vous avez la rubrique sur la césure, sur le fait que vous soyez ou non un artiste confirmé, un sportif de haut niveau. Vous avez une rubrique libre où vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Elle est facultative. J'oublie quelque chose, je suis sûre. Oui, c'est celle-là. C'est la. Donc voilà, à gros traits, c'est ça, mais dès le 3 février, en fait, sur les pages d'information, on vous listera tout ce dont vous avez besoin. Ok, merci. Donc moi, j'avais une question au sujet de l'alternance. Lorsque l'alternance, elle concerne que la deuxième année de master, est-ce que c'est quand même le même procédé où on doit rentrer notre contrat d'apprentissage? Non. Non, du coup, dans ce cas-là, c'est géré directement auprès de l'établissement à partir, au moment du Master 2. D'accord, merci. Parce que, du coup, le M1 est en formation initiale. Excusez-moi, j'aimerais savoir, après l'acceptation ou pour les masters en alternance, on a combien de temps pour trouver le contrat? Et c'était quoi la deuxième question déjà? Alors, pour la phase principale, il y a 6 semaines où vous avez qui sont bloquées pour trouver un contrat ou une promesse de contrat auprès d'un employeur. Mais si vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez tout à fait le déposer après les 6 semaines. C'est juste que les 6 semaines, c'est globalement permettre avec le rang de classement du coup permettre à ceux qui sont bien classés académiquement parlant et qui ont trouvé un contrat d'avoir en premier les propositions d'admission. Mais si vous n'en avez pas trouvé en 6 semaines, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Vous pouvez tout à fait le déposer ensuite, jusqu'à même fin juillet, fin août. Voilà. C'est tout à fait possible. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'on est obligé de trouver le contrat dans la ville de l'université ou on peut trouver dans une autre... Ça va dépendre du coup de la formation. Certaines, alors les formations, vous indiquez un peu les contraintes qu'ils vous imposent pour trouver votre contrat. Et certains établissements s'en fichent de là où vous trouvez votre contrat. D'autres, ça va leur importer. Donc c'est plutôt au niveau des formations. Il n'y a pas de règle générale et ça dépend aussi plutôt du système d'alternance. Si par exemple vous faites 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise, c'est un petit peu difficile de faire dans une autre ville, mais par contre, si c'est 2 semaines, ça peut se faire plus facilement. Donc c'est plutôt à voir avec le responsable de formation en amont. Voilà. Merci. Du coup, on a 2 questions. Déjà, par rapport au CV, est-ce qu'on peut mettre un CV différent? Parce que du coup, c'est une pièce commune aux formations. On peut adapter le CV du coup par rapport à la formation ou c'est un CV pour toutes les formations? C'est un CV pour toutes les formations. Ok, d'accord. Et autre question du coup pour l'alternance. Du coup, si au bout de 6 semaines, on n'a pas trouvé notre contrat, est-ce que notre place est redonnée? Non. Ok, donc on garde jusqu'à... En fait, voilà, c'est ce que je disais. Techniquement, vous n'êtes pas admis dans la formation tant que vous n'avez pas de contrat, mais vous gardez votre placement en charge de contrat. C'est pas redonné. Ça, vous le conservez et en fait, vous le conservez pendant toute la phase d'admission et si vous classez vos candidatures pendant la phase complémentaire et pendant la phase de gestion des désistements si besoin. Donc vraiment, voilà, les 6 semaines, on a réussi à bloquer 6 semaines un peu banalisées pour vous laisser le temps de rechercher des contrats, mais si vous
n'en avez pas, c'est pas grave. Et si jamais, du coup, on a accepté, on va dire, on est admis, enfin, pas admis, du coup, on accepte une formation, on n'est pas admis en attendant le contrat, on met une candidature en attente. Est-ce qu'au bout de 6 semaines sur les candidatures, en tout cas en alternance, elle est redonnée? Non, parce qu'en fait, quand vous êtes placé en recherche de contrat, vous n'avez rien à faire, si ce n'est de trouver un contrat. Vous n'avez pas à dire je la conserve, je la mets en attente. C'est vraiment juste vous avez un placement en recherche de contrat et faut trouver un contrat. C'est tout. D'accord, ok, merci. J'avais une question par rapport au si l'entreprise en alternance, pardon, si l'entreprise nous fait faux bon, donc qu'on on a reçu une promesse ou quoi, mais qu'au final, elle a dit que non ou quoi. Oui. Est-ce que c'est possible de faire plusieurs contrats d'alternance avec plusieurs entreprises, plusieurs promesses? Oui, alors pour une seule formation, vous allez pouvoir déposer qu'un seul contrat, mais vous n'avez pas besoin de déposer le même contrat pour toutes les formations où vous êtes placé en charge de contrat. Donc voilà, si vous décidez de candidater dans des formations qui n'ont pas nécessairement les mêmes cours, les mêmes attendus en termes de contrat, vous pouvez chercher différents types de contrats. Par contre, c'est vrai que si l'établissement, enfin voilà, vous avez déposé un contrat, le contrat a été validé par l'établissement et qu'après coup, donc vous avez reçu une proposition d'admission, vous l'acceptez définitivement et qu'après coup l'entreprise vous fait faux bon, ça va avec votre formation, mais c'est que, enfin, vous allez devoir trouver un autre contrat. Donc voilà. Et justement, si c'est le contraire, si c'est l'université qui nous fait faux bon, non, et que c'est pas possible, et qu'on a genre un contrat pour plusieurs candidatures dans plusieurs universités différentes. Mais comment l'établissement vous ferait faux bon du coup? Non, mais plutôt dans le sens où on a un contrat dans une entreprise, celle-là, et par contre on propose notre candidature à plusieurs universités. Oui. Alors l'établissement doit valider ou non votre contrat, donc il y en a certains qui vont valider, peut-être tous, et d'autres qui vont vous le refuser, donc selon leurs attendus. Et si vous recevez une proposition d'admission pour plusieurs établissements, vous allez devoir choisir dans quel établissement vous voulez aller. Mais voilà, c'est ça. C'est possible de mettre le même contrat de travail pour toutes les universités. Oui, c'est possible ça. Oui. Merci. Moi, c'était une question pour après le master. Si par exemple on veut travailler à l'étranger, est-ce qu'on a une référence de la valeur du master à l'étranger ou pas? Oui, Oui, avec les crédits ECTS qui sont des crédits européens. Donc en tout cas, au niveau européen, c'est garanti en tant que tel. Et souvent, il y a des accords avec un certain nombre de pays. Globalement, normalement, oui. Et si par exemple on a un pays en particulier, où est-ce qu'on peut trouver des informations? Sur un pays en particulier, je pense qu'il faudrait vous rapprocher de votre direction des relations internationales qu'il doit y avoir au sein de votre université, qui devra pouvoir vous renseigner. Mais nous, en tant que tel, je ne pourra pas vous renseigner particulièrement. Ok, merci. Moi, du coup, j'ai une question. En fait, ma formation principale que je souhaiterais avoir, j'aurai une réponse positive ou négative début septembre. Mais du coup, au cas où, j'aimerais m'inscrire dans un master. Mais le truc, du coup, c'est que si je suis acceptée dans ma formation, dans mon premier choix, qui est hors mon master, est-ce que c'est à voir directement avec l'université? Parce que du coup, pour ne plus être en master et suivre que cette formation-là, est-ce que je devrais voir uniquement avec l'université ou l'université? Oui, effectivement. Alors, dans l'idée, c'est vrai que ce serait quand même mieux si, enfin, c'est pas vous qui le gérez, mais dans l'idée, ce serait bien d'avoir, si vous avez la réponse avant septembre, l'indiquer tout de suite dans la plateforme, histoire que votre place soit redistribuée via la plateforme à d'autres candidats. Et sinon, si vous savez qu'au jour de la rentrée, vous n'allez pas vous rendre dans l'établissement, il faut bien évidemment prévenir l'établissement pour que, voilà, s'il reste des places dans la formation, depuis cette année, c'est possible pour les établissements de recruter finalement en dehors de la procédure, hors plateforme, donc histoire que votre place puisse être prise par quelqu'un d'autre, par un autre candidat. Donc le plus important, c'est si vous savez que vous ne venez pas, dites-le, soit via la plateforme si c'est encore possible, soit directement auprès de l'établissement. Ok. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport aux master qui demandent un concours de recrutement comme certains masters MEF. Est-ce qu'on peut avoir, où et quand on peut avoir les dates
de concours, est-ce qu'elles sont disponibles sur la plateforme dès la phase de candidature? Et voilà, merci. Pardon, vous parlez des concours enseignants, c'est ça? Par exemple, le Master MEF à Grenoble, il y a des concours d'admissibilité, des épreuves, par exemple en maths et en français. Est-ce qu'on a les dates dès la phase de candidature sur mon master ou est-ce qu'on reçoit par exemple une notification ou un mail ou une convocation pendant la phase de l'examen? Oui, alors à moins que l'établissement l'ait renseigné quand il a créé ces formations, vous n'avez l'information. Alors vous savez que vous êtes potentiellement convoqué dès la phase de candidature puisqu'il y a l'information, mais vous n'avez pas les dates à proprement parler, sauf si l'établissement l'a renseigné bien évidemment. Et le moment où vous pouvez être convoqué, c'est pendant la phase d'examen des candidatures. Donc à ce moment-là, vous saurez la date de convocation. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est ce que c'est clair. Juste une question formelle. Et juste éventuellement sur la fiche formation de l'établissement, donc il y a le lien sur la fiche formation Mon Master, il y a un lien vers la fiche formation de l'établissement, éventuellement que vous pourrez peut-être trouver les dates aussi si elles sont pas renseignées sur Mon Master, c'est éventuellement possible. Pardon. Et du coup, juste une question formelle pour le dossier. Est-ce qu'il faut que ça soit sous un seul PDF ou parce qu'on nous a dit ça, mais le seul moment où vous devez tout mettre sur un seul PDF, c'est pour vos relevés de notes. Sinon, pour tous les autres documents, vous pouvez les téléverser en un seul PDF, mais vous allez avoir des rubriques bien spécifiques, donc pas besoin de les fusionner. C'est que pour les relevés de notes. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question du coup sur les pièces justificatives, notamment au niveau des stages. Parce que normalement, ce qu'on met, c'est l'attestation de fin de stage, mais si jamais le stage il est en cours, qu'est-ce que du coup on peut donner comme document, comme justificatif? Alors déjà pour vos stages, les justificatifs sont des pièces facultatives, donc vous n'êtes pas obligé d'en déposer. Et en fait, vous êtes assez libre de ce que vous déposez dans ces pièces justificatives. Donc si vous voulez mettre votre convention de stage ou autre, vous pouvez. Ok, merci. Moi, c'était juste concernant les doubles masters. Du coup, comment ça se passe? Parce que si on accepte définitivement, c'est à faire en interne, du coup, la demande pour le deuxième? Oui, alors normalement les doubles masters c'est pas trop autorisé, mais s'il y a une sorte de partenariat entre des établissements, il est possible de voir pour occuper une autre place dans l'autre formation. Mais effectivement sur mon master c'est une seule place et puis c'est tout. Merci. Moi, j'avais deux questions du coup. Déjà, au niveau de la formation continue, si jamais on est sous ce régime en licence, est-ce que automatiquement sur la plateforme on doit l'indiquer en master? Alors, vous avez la possibilité de l'indiquer, mais du coup, je pense que j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas. Ouais. Ok, même si on travaille à côté, voilà, ça marche. Et au niveau du calendrier aussi, moi, pour le coup, si on fait des candidatures à l'étranger et que les calendriers, par contre, sont avant le calendrier français et qu'on doit donner des réponses avant d'avoir les réponses en France. Ça dépend de ce que vous préférez vous. Si vous voulez plutôt être dans une formation à l'étranger, que vous avez les réponses avant mon master, vous n'êtes pas obligé de participer à mon master. Mais du coup, si c'est l'inverse, on peut pas, on n'aura pas de réponse de toute façon plutôt en France. Ah non. Ouais. Non, okay. Non, c'est vraiment une procédure nationale, donc tout le monde a les mêmes dates. C'est un peu le but de mon master. J'avais une autre question par rapport à la phase complémentaire. Vous avez dit qu'en fait, un vœu qui est accepté provisoirement, on peut le garder jusqu'à la phase. Ça se fait automatiquement ou on a quelque chose à faire la seule chose que vous avez à faire, c'est de classer vos candidatures. Votre proposition d'admission acceptée provisoirement, elle sera automatiquement classée en dernier parce que on considère que ce que vous avez gardé de la phase principale, c'est quelque chose qui vous intéresse plus et que les nouvelles candidatures que vous faites, nécessairement, elles vous intéressent plus que ce que vous avez accepté provisoirement. Mais il faut que vous classiez toutes vos autres candidatures. Ok. Et du coup, après, elle se met toute seule en dernier dans le classement. C'est ça, exactement. Ok, là. Bonjour. Pour les étudiants qui sont en contrat de pré-professionnalisation,
Est-ce que vous savez si on doit s'inscrire du coup en contrat d'alternance ou s'il faut le notifier quelque part, puisque notre emploi du temps est adapté pour permettre... Alors, quand vous renseignez votre cursus post-bac, vous pouvez indiquer que vous avez un aménagement d'études. Donc, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Par contre, c'est vrai que je suis pas... je suis pas trop au fait de ce sujet-là. Je sais pas si... Non, non, bon, oui. Je pense que le mieux, c'est toujours de contacter dans ce cas-là les référents pédagogiques des formations dans lesquelles vous voulez candidater, voir déjà si le régime de la formation est compatible avec vous, votre rythme et vos disponibilités, et ensuite pouvoir faire les candidatures, etc. Et du coup, qui seront au courant de votre situation particulière. Merci. Mais il n'y a pas de réponse nationale, désolé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai encore une question. Du coup, toujours pour l'alternance, admettons qu'on est accepté dans le meilleur des cas, dans par exemple les 3 formations qu'on a demandées. Sauf qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver un contrat en alternance. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'accepter un seul choix. Non, quand vous êtes placé en recherche de contrat, vous pouvez avoir 15 placements en recherche de contrat si vous voulez. Parce que un placement en recherche de contrat n'est pas égal à une proposition d'admission. Ah, mais d'accord. C'est ensuite, pardon. C'est ensuite, une fois que vous avez déposé le contrat dans une ou plusieurs formations, si vous avez plusieurs contrats ou un seul contrat que vous déposez dans plusieurs formations, qu'il est validé par l'établissement, c'est à ce moment-là que vous recevrez ou non une proposition d'admission selon les capacités d'accueil de la formation. Et là, par contre, vous devrez faire un choix. Ok, d'accord. Merci. Pas de souci. N'hésitez pas, hein, si jamais il y a des points qui ne sont pas compris, même si on est déjà passé dessus, ça nous permet aussi de voir les points difficiles de compréhension. On sait que c'est pas forcément facile et donc d'améliorer notre communication ensuite. Du coup, moi, j'avais encore une question aussi par rapport aux entretiens. On peut être convoqué en entretien pendant la phase du coup d'examen des candidatures. Sur une formation où on est sûr que c'est sur dossier entretien et si on n'est pas convoqué avant le 1er juin, on sait d'avance qu'on sera refusé du coup. Non. Ça dépend, pas forcément. Non, il y en a certaines qui ont un fonctionnement où ils convoquent, disons, les étudiants où ils ont des doutes, entre guillemets, où ils veulent approfondir le sujet. Et du coup, certains, ils vont considérer que du coup, les très bons dossiers, ils vont se passer d'entretien. Ou alors, du coup, les mauvais dossiers, enfin, il y a l'inverse aussi, mais ça ne veut pas forcément dire que vous serez refusé d'office. Oui, c'est ça. Quand on discute avec les établissements, il y a vraiment différents modes de fonctionnement. Il y a des établissements qui vont convoquer que les meilleurs, que ceux qui sont entre, qui vont convoquer tout le monde. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas une source d'inquiétude à avoir. Après, on peut pas vous garantir que si vous n'êtes pas convoqué, vous allez être prise. Mais voilà, en tout cas, faut pas avoir ça en tête. Moi, j'avais une question par rapport à la phase complémentaire. Est-ce que c'est possible d'ajouter, par exemple, les nouveaux relevés de notes qu'on a eu pour le S6 ou bien ça reste figé Non, vous pouvez modifier votre dossier candidat entre la phase, enfin pendant la phase de candidature complémentaire. Donc, vous pouvez ajouter votre relevé de notes, des informations sur le S6. Donc, ok, très bien, merci. Juste une petite parenthèse pour rappeler qu'à l'UGA, l'espace orientation insertion professionnelle, on peut vous accompagner aussi sur vos candidatures. Et puis il y a également des ateliers. J'ai parlé tout à l'heure le forum des poursuites d'études où là vous pourrez rencontrer les responsables de formation et poser aussi toutes vos questions aux responsables qui seront présents pour ce forum. La conférence recrutement master, puis je vois qu'il y a pas mal de questions sur la césure, donc on a une conférence qui sera le 13 mars, faire une pause dans ses études, qui pourra aussi répondre à vos questions. Bon, voilà, après je vous laisse s'il y a encore quelques dernières questions. Alors moi, c'était juste pour être sûr d'avoir compris, au niveau de la phase d'examen des candidatures, les entretiens, ça peut concerner à la fois
les alternances, mais aussi les phases classiques. Tout à fait. Ouais. C'est juste que la phase d'examen pour les formations en alternance est plus courte, elle dure 1 mois et pas 2. Voilà. Est-ce que dans le cas où on a fait un stage à l'étranger, mais qu'on n'a pas eu de convention avec la fac en question, mais qu'on a une attestation qui reconnaît qu'on a fait un stage, c'est possible de le mettre sur mon master ou alors comme c'est pas forcément... Oui, non, il n'y a pas de souci. Vraiment, comme je disais, les pièces justificatives pour vos stages ou vos expériences professionnelles sont assez libres et elles sont facultatives, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord, merci. Ah oui, il faut juste que ce soit traduit en français ou en anglais, de préférence en français, mais... Alors, j'avais une question parce que on part en mobilité au Japon et du coup, le semestre, il est en décalé. Et donc, les résultats du second semestre, on les a au mois de septembre. Du coup, comment on fait? Enfin, est-ce qu'on arrive en master et on ne sait pas trop si on a eu notre licence ou pas? Enfin... effectivement, ça, c'est... Oui, c'est à peu près ça. En fait, vous allez vous inscrire administrativement, vous allez devoir expliquer que pour l'instant, vous n'avez pas encore vos réponses puisque vous avez ce semestre à l'étranger. Mais oui, je pense que c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, quand vous candidatez là au mois de février-mars, vous savez pas encore, personne ne sait encore s'il a validé sa licence ou pas. Donc la candidature, c'est toujours en fonction si on obtient le titre requis quand même. Là, vous allez pouvoir mettre que le S5, vous n'allez pas avoir le S6 pour tout le monde. Donc, excusez-moi, j'avais une question. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui a déjà une fois fait sa procédure sur mon master, par exemple, disons l'année dernière, et qui n'a pas reçu l'admission, peut-il le refaire cette année? Oui, tout à fait. Est-ce que ces informations ne seront pas conservées? Non, elles ne sont pas conservées. Non, chaque année, on supprime toutes les informations personnelles des candidats. La deuxième question, est-ce qu'il y a un site où l'on peut aller chercher les contrats pour l'alternance ou bien... Oui, alors du coup, ça va pas nécessairement fonctionner pour toutes les formations, mais comme on expliquait, sur le portail d'information, pour chaque formation en alternance, vous avez un lien qui vous envoie vers la bonne alternance, donc il y a un site gouvernemental et qui propose des offres d'alternance généralement en lien avec et votre formation, donc thématique, et le lieu de formation. Et si jamais vous êtes intéressé pour faire une alternance dans la fonction publique, il y a un site qui s'appelle la Passe Fonction Publique. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas pour rejoindre l'université ou ailleurs. Ça propose des stages aussi. Des dernières questions? Pascal, si tu veux conclure. Ah, pardon. Bonjour, je voulais savoir concernant les tests de langue, si l'université en demande obligatoirement un comme le TOEIC ou le TOEFL et que les résultats arrivent suite à la phase de candidature, est-ce qu'on doit mettre un justificatif comme quoi on va passer le test ou est-ce qu'on peut ajouter après Oui, alors en général, on sensibilise vraiment les établissements au fait que lorsque des pièces sont obligatoires, c'est vraiment que ça doit être obligatoire parce que sinon ça bloque la candidature. Et dans le cas de certains tests, souvent les formations acceptent le fait qu'il y ait eu une prise de rendez-vous, enfin une convocation, des choses comme ça, ou qu'il a été passé et qu'il n'y a pas encore le résultat. Donc voilà. Bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, vous avez dit vous allez distribuer le PowerPoint, ça va être sur comment en fait? Alors je laisse Monsieur Sabena répondre. On vous l'enverra directement comme on vous envoie une mail de convocation ici. S'il vous plaît, pour ceux qui sont arrivés par la plateforme Études en France et qui ont juste fait la L3, pour s'inscrire sur mon master maintenant, les L1, L2, ce sont les L1, L2 des autres pays qu'ils ont fait ou c'est seulement la L3 qu'on aura fait en France qu'on va mettre comme relevé? Vous devez mettre l'ensemble de votre cursus post-bac, donc vous mettez la L1, la L2 et la L3.
Vous pouvez indiquer que voilà, vous l'avez obtenu dans un pays étranger, il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce que si je fais une année sans master, mais que l'année suivante, je décide de faire un master, est-ce que je serai moins priorisée? Est-ce qu'il y a un ordre de priorité? Par exemple, il y a ceux qui sont en post-licence qui seront priorisés par rapport à ceux qui sont... C'est pas un critère sur la plateforme. Il n'y a pas de voilà. C'est à nouveau en fait c'est les établissements qui sont vraiment libres lors de l'examen des candidatures. Donc je peux pas vous garantir que certains établissements vont pas mettre une priorité, mais en tout cas en interne sur la plateforme il n'y a pas de priorité. D'accord, merci. Et surtout dans ce genre de situation, hein, enfin, ça peut être donc soit par un choix personnel ou tout ça. Enfin, essayez de justifier ce que vous avez fait pendant cette année, parce que si par exemple, bah, voilà, vous avez éventuellement poursuivi dans un autre diplôme, bah, ça il faut bien sûr l'indiquer. Si vous êtes parti à l'étranger pour un séjour au pair ou quoi que ce soit, enfin. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir le motiver parce que ça explique aussi bah, que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait quelque chose. Donc ça, c'est toujours intéressant à ajouter. On ne voit pas d'autres questions. Enfin, n'hésitez pas. Ah, pardon. Bonjour, je voulais savoir pour les BUT comment ça fonctionne parce que du coup vous avez beaucoup parlé de licence, mais ceux qui sont en BUT comment ça marche? C'est pareil? Ça fonctionne exactement de la même manière. Vraiment, il n'y a pas de différence. Vous allez pouvoir renseigner. En fait, qu'importe le diplôme que vous avez renseigné, que vous avez, la seule chose qu'il faut, c'est un équivalent bac+3. Mais tous les candidats de la même manière et tout fonctionne de la même manière. D'accord, ok. Merci. Alors, merci de votre attention. Donc pour conclure, voilà, donc n'hésitez pas à venir chercher des flyers, mais en tous les cas, vous retrouverez toutes ces informations sur mon master. Alors dès à présent, vous avez d'ailleurs ce petit flyer qui est présent, mais donc le site sera donc complètement refondu à partir du 3 février. Vous avez, on l'a évoqué un peu rapidement, donc une foire aux questions qui est assez dense sur le site. N'hésitez pas à y aller, essayez éventuellement de fonctionner par phase, comme ça vous permettra peut-être d'ingurgiter moins d'informations, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais en tous les cas, il y a beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc ça, c'est important. Aussi, sachez que l'année dernière, parmi donc les candidats qui étaient éligibles pour poursuivre en master, hein, donc qui avaient un niveau bac+3, plus de 85% des candidats ont reçu au moins une proposition. Donc du coup, voilà, ayez ça à l'esprit aussi. C'est un chiffre qui est quand même assez élevé. Vous avez bien compris qu'il y a différentes phases, hein, phase principale, phase complémentaire et le cas échéant saisine du recteur. On n'a pas forcément mentionné, mais parfois après ces différentes phases, il se peut que les établissements puissent proposer, alors ça sera vraiment du cas par cas, mais je le mentionne aussi parce que c'est une possibilité. S'il reste des places, donc du coup sur la plateforme Mon Master, ça ne sera plus possible de candidater dessus, mais s'il reste des places et que les établissements souhaitent relancer les campagnes, là, à ce moment-là, c'est eux qui prendront la main. Donc là, du coup, c'est vraiment sur les sites des établissements que vous pouvez voir ça, sur les sites des formations, ça peut arriver. Donc c'est aussi une voie qu'il faut poursuivre. Si vous voyez que ça existe, il ne faut pas se priver. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de belles choses, de valider votre licence et merci.